En effet, bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes au cœur de l'actualité parce qu'on l'a entendu dans le journal, Elisabeth Borne a dégainé, entre guillemets, un nouvel article 49.3. C'est le 6e en 2 mois. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'on va pouvoir tenir 5 ans à coup de 49.3, si j'ose dire? Est-ce que le gouvernement pourra légiférer comme ça pendant 5 ans? Écoutez, les 49.3, on les utilise sur les budgets. Le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que les oppositions ont toutes déclaré qu'elles ne voteraient pas les budgets. Et donc, en responsabilité, parce que la France a besoin d'avoir un budget, on utilise le 49.3. Il y en a beaucoup parce que, en réalité, les budgets, ils sont constitués de plusieurs parties. Et on est obligé de déclencher un 49.3 sur chaque partie. Le volet donc, dépenses de la sécurité sociale. Tout à fait. Mais j'ajoute quand même que sur les textes ordinaires, c'est-à-dire sur les textes qui ne sont pas des budgets, jusqu'à présent, on n'a jamais eu besoin de faire des 49.3 parce qu'on a toujours réussi à trouver des compromis. Moi, je pense qu'on peut continuer sur l'assurance chômage, sur les énergies renouvelables, sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui a été votée, à trouver ces compromis. Alors, il s'est passé des choses, on l'a vu aussi dans le journal de 7h30, jeudi soir à l'Assemblée, avec votre groupe, le groupe Renaissance, qui est accusé d'avoir fait de l'obstruction parce qu'il a déposé, on le voyait très précisément tout à l'heure, des amendements, des sous-amendements, où parfois on a changé un mot, une virgule, pour faire obstacle à une proposition de loi de la France Insoumise, en l'occurrence sur la réintégration des soignants. Est-ce que c'est une façon de faire qui est convenable et qui montre qu'en fait vous n'avez pas la majorité, que vous utilisez des subterfuges pour contrer des textes? On a une majorité qui est une majorité relative, mais en l'espèce, le texte qui était proposé à l'examen de l'Assemblée, c'est un texte qui est profondément irresponsable. C'est un texte qui a été responsable dans un contexte, et d'ailleurs un de vos reportages l'a montré il y a quelques minutes, où il y a une résurgence de l'épidémie de Covid, dans un contexte où la réintégration des soignants non vaccinés enverrait un signal détestable à ceux qui ont fait l'effort d'être vaccinés, enverrait aussi un très mauvais signal aux patients, enverrait un signal au public vulnérable dont on a besoin qu'ils se vaccinent. Et donc, dans ce contexte, la séance a été assez éruptive, mais le gouvernement et la majorité ont pris leurs responsabilités. Monsieur Ferracci, vous jugez ce texte irresponsable, mais s'il y a une majorité, encore une fois, qui n'est pas d'accord avec vous, est-ce que ce n'est pas la règle démocratique d'accepter qu'un texte que vous jugez irresponsable soit voté si une majorité de députés l'approuve, y compris par exemple des députés des Républicains ou du Parti Socialiste? Et la règle démocratique, c'est aussi respecter les procédures du débat démocratique. Et parmi ces procédures, il y a le droit d'amendement. Les oppositions ne se privent pas, et parfois de manière tout à fait légitime, d'amender les textes. Et quand j'entends la France Insoumise, qui était la porteuse de ce texte, s'offusquer de l'utilisation du droit d'amendement par le gouvernement, j'avoue que je souris un petit peu quand même, parce qu'ils ont été les spécialistes ces dernières années de dépôt d'amendements par milliers. Et je dis bien par milliers. Vous êtes un néo-député, vous avez été élu en juin, vous représentez les Français de l'étranger. Est-ce que vous attendiez à trouver une telle ambiance dans l'hémicycle? On a encore entendu des noms d'oiseaux jeudi soir, je ne vais pas les citer. Aurore Berger dénonce l'attitude d'une députée insoumise, Sophia Chikirou, qui aurait menacé physiquement l'un de vos camarades de votre groupe. Est-ce que c'est une manière de faire? Elle répond elle-même qu'il l'avait insulté. Bon, est-ce que vous attendiez à ça? Je m'attendais à des débats vifs, pas forcément à des débats aussi éruptifs. Moi, j'ai aucun problème en tant que député à ce que les gens défendent avec passion leur cause. La ligne rouge, c'est la menace et c'est l'insulte. Cette ligne rouge, jeudi soir, elle a été franchie. Vous l'avez vu? Vous avez vu des menaces? Alors, ça a été reporté dans les comptes rendus. En tout cas, ça a été reporté par les gens qui étaient présents dans l'hémicycle. Et encore une fois, sur ce sujet, je pense qu'il faut être extrêmement clair. L'hémicycle, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire, c'est le lieu où nous représentons les Français. C'est le lieu où il ne peut pas y avoir de violence, fût-elle verbale. Le 15 novembre, on reste à l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée, toujours, donc, a donné son feu vert à une réforme qui vous est chère, puisque vous en êtes le rapporteur, c'est celle de l'assurance chômage. Et cette réforme, elle est controversée. J'en rappelle le principe. À partir du 1er février, les nouveaux entrants à Pôle emploi verront leur indemnisation baisser de 25% par rapport à leur durée d'indemnisation, tant que la conjoncture restera bonne, entre guillemets, c'est-à-dire que le chômage sera inférieur à 9%. Pourquoi vous faites cette réforme qui est dénoncée par tous les syndicats, y compris la CFDT, qui est pourtant favorable parfois à des évolutions du droit du travail? Je ne suis pas certain que cette réforme soit si controversée que ça, parce que c'est une réforme qui vise à répondre aux pénuries de recrutement que connaît notre pays. Ces pénuries de recrutement, elles pénalisent pas simplement les entreprises qui pourraient créer des emplois et qui ne les créent pas, elles pénalisent les Français dans leur vie quotidienne. Quand vous manquez de chauffeurs de cars scolaires, quand vous manquez de personnel dans les EHPAD, quand vous manquez d'assistantes maternelles, ce sont
des contraintes qui s'exercent sur les Français dans leur vie quotidienne. Cette réforme, elle part d'un principe simple, c'est que quand la conjoncture va bien, quand le marché du travail est caractérisé par un taux de chômage faible, on est à 7% alors qu'on était à 9,5% il y a 5 ans, ça signifie qu'il y a plus d'opportunités et ça signifie qu'on peut reprendre un emploi de manière plus simple. Et donc, il est légitime de réduire les durées d'indemnisation dans ce contexte. Mais que répondez-vous à ceux qui vous disent que ce système va faire une suspicion généralisée des chômeurs, alors que la plupart du temps, ce sont des études de Pôle emploi qui le montrent, la grande majorité des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi recherchent activement un travail. C'est une minorité qui ne le fait pas, mais là, vous soupçonnez tout le monde de ne pas le faire. Il n'y a aucun jugement moral dans cette réforme. Le sujet, ce ne sont pas les gens, le sujet, ce sont les règles. Les règles, aujourd'hui, sont plus favorables en France qu'elles ne le sont dans la plupart des autres pays. Et vous pouvez chercher de manière raisonnable, mais vous pouvez aussi activer votre recherche. Et c'est d'ailleurs ce que vous disent les gens sur le terrain. Quand vous parlez aux conseillers Pôle emploi, ils vous expliquent qu'à proximité de la fin de droit, eh bien, les gens répondent à plus d'offres. Et c'est d'ailleurs ce que nous disent les données de Pôle emploi étudiées par les chercheurs. C'est-à-dire quand on risquera de perdre ses indemnités, on cherchera plus activement. Disons que quand la fin de droit se rapproche, assez naturellement, les gens activent leur recherche d'emploi, répondent à plus d'offres et sortent plus fréquemment. Et c'est sur ce levier que l'on souhaite jouer avec cette réforme. Quitte à devoir accepter dans l'avenir un travail qui ne correspond pas à ses qualifications ou qui se trouve être très loin de son domicile? Non, ça n'est pas ce que nous disent les études, ça n'est pas ce que nous disent les données. Pourquoi? Mais on aura encore le droit de le faire, monsieur Ferracci? De toute façon, vous pourrez toujours refuser des offres qui ne correspondent pas à ce que vous avez décidé que vous accepteriez. C'est très précisément inscrit dans la loi. On a ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi, que vous définissez avec votre conseiller Pôle emploi. Et si on vous propose d'autres offres que cette offre raisonnable d'emploi, vous avez le droit de les refuser. Ça, c'est très clair et ça reste. Ça restera dans la réforme. Emmanuel Macron, sur un tout autre sujet, est apparu plutôt serein hier lorsqu'on l'a interrogé sur l'enquête lancée par le parquet national financier à propos du rôle du cabinet McKinsey. Vous êtes un très proche d'Emmanuel Macron, vous le connaissez personnellement, vous avez notamment été témoin de son mariage, je donne cette information. Est-ce que vraiment il n'a rien à se reprocher? Est-ce que l'entourage du président n'a rien à se reprocher? Vous étiez par exemple son conseiller économique, vous n'avez jamais vu des conseillers, plutôt des salariés du cabinet McKinsey participer à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022? Moi je suis convaincu que le président n'a absolument rien à se reprocher. Je suis ravi que la justice fasse son travail en toute indépendance. Ravi. Oui, je suis ravi parce que la vision qu'on a toujours eue, c'est que l'état de droit, dont l'institution judiciaire fait partie, c'est un trésor qu'il faut préserver. J'ai participé aux 2 campagnes d'Emmanuel Macron, en 2017 et en 2022. J'ai participé à l'élaboration de son programme sur les enjeux d'emploi et de travail. Je dois le dire, j'étais entouré de gens qui donnaient du temps militant. Il y avait des hauts fonctionnaires. Je n'en ai pas croisé pour ma part, mais quand bien même il y en aurait eu, être salarié de McKinsey ou de toute autre entreprise, ou un salarié de l'État d'ailleurs, ça ne signifie pas que vous n'avez pas le droit de donner du temps militant pour une campagne. Si vous arrêtez de permettre cela, il y a beaucoup de mouvements politiques qui vont avoir du mal à fonctionner. Mais si des salariés de McKinsey, pardon d'insister, sont venus en nombre et de façon coordonnée, c'est ce que recherchent les juges, donner un coup de main à la campagne d'Emmanuel Macron, est-ce que cela peut devenir répréhensible? Écoutez, ça c'est à la justice de le déterminer. Moi je vous le dis. Vous ne l'avez pas constaté? Moi je ne l'ai pas constaté, absolument pas. Et je le dis encore une fois, je suis certain que la justice en toute indépendance va établir qu'il n'y aura en réalité rien de problématique dans ce qui a été soulevé. Qu'est-ce qu'elle recherche selon vous? Et ça, c'est pas à moi d'y répondre. Je pense que c'est aux juges qui sont en train de mener leurs investigations. Vous comprenez que les juges puissent s'interroger sur le fait que McKinsey ait bénéficié de contrats publics importants pour épauler l'État sur plusieurs réformes, sur la campagne de vaccination. Est-ce que les règles, là encore, à votre connaissance, ont été parfaitement respectées? Est-ce qu'il y a eu des appels d'offres ou alors ce cabinet a peut-être été favorisé par rapport aux autres? Toute démarche visant à faire appel à des prestataires extérieurs à l'État s'inscrit dans des règles extrêmement précises. C'est le code des marchés publics. Il y a des appels d'offres et toutes les entreprises qui nous regardent ici et qui soumettent des candidatures au code des marchés publics savent que c'est très strict et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est dans ce contexte qu'ont été sollicités, pas simplement McKinsey, mais un certain nombre de cabinets de conseil. Il y a une réflexion, et d'ailleurs le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, a fait des annonces pour peut-être mieux encadrer la pratique du recours au cabinet de conseil, mais tout ça se fait de manière transparente, démocratique et surtout encadrée par le droit. Donc la sérénité d'Emmanuel Macron, elle n'est pas... Elle n'est pas fictive. feinte. Elle n'est pas feinte. Elle est réelle et ce n'est pas notamment parce qu'il bénéficie d'immunité présidentielle. Et elle est partagée par son entourage.
dont je fais partie. Dont vous faites partie. Merci Marc Ferracci, député Merci à Renaissance. vous.